Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'enlisement de la crise anglophone contraint le chef de l'État à créer tout un ministère de la décentralisation et propulser des personnalités au parcours controversé à la tête de certains ministères de souveraineté. Ce réaménagement du gouvernement peut-il apporter des solutions aux crises sociales et politiques qui déchirent les régions anglophones? Quelles sont les feuilles de route prescrites à ces nouveaux ministres à 8 mois de l'élection présidentielle au Cameroun? Et comment réagit la classe politique sur le dossier du 20h ce lundi? L'intégration régionale économique prend un sérieux coup après l'échec de la tentative de coup d'État survenue en Guinée équatoriale. Malabo a fermé ses frontières terrestres depuis près de 2 mois et les opérateurs économiques sont au bord de l'asphyxie. C'est un grand reportage réalisé à Kiossi, ville frontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox, Emmanuel Job et Marcelin Gansop. I hereby declare you commissioned into your functions of Minister for Secondary Education. I wish you total success. Le rituel était quasiment le même pour les 11 membres du gouvernement installés ce lundi. Le Premier ministre n'est pas allé du dos de la cuillère pour mettre chacun devant ses nouvelles responsabilités. Monsieur Le Joseph, je vous félicite pour votre nomination aux fonctions de ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Dans l'exercice de vos fonctions, je vous demande de faire preuve d'un esprit d'équipe, d'une franche collaboration, d'un dévouement et d'un loyalisme sans faille. Qu'il s'agisse des nouveaux qui font leur entrée au gouvernement, que des anciens qui ont juste changé de portefeuille ministériel. Les défis à relever sont si nombreux que les heureux élus n'ont pas le temps de jubiler. Déjà tout à l'heure avec mon prédécesseur, mon frère Michel Angendouin, nous avons fait un petit point. Je n'entrerai pas dans les détails. Il y a des urgences qu'il faut gérer. Bref, le travail a commencé. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative est chargé, entre autres, de la gestion de tous les fonctionnaires de ce pays. Et vous savez combien d'attentes il y a au niveau de ces personnels de l'État. Je souhaite que nous travaillions dans un esprit de famille. Mais évidemment, je sais également que lorsqu'il va falloir sanctionner, on n'hésitera pas parce que nous avons des missions à accomplir. Il faut atteindre les objectifs. Les regards sont braqués sur le nouveau ministre de la décentralisation et du développement local, mais aussi celui en charge de l'administration territoriale. Le contexte de leur prise de fonction est si particulier que les attentes sont nombreuses. Pareil pour les nouveaux patrons de l'économie et des finances, de l'eau et de l'énergie, sans oublier les enseignements secondaires et les transports. Tous héritent des ministères stratégiques et sont attendus au pied du mur. Le Premier ministre a mis moins de temps que prévu pour les installer. Un signal fort. Mieux, une invite à se mettre immédiatement au travail. Visiblement, l'équipe Yang 4 n'a pas de temps à perdre. On attend de voir. Tous les regards étaient rivés sur certains ministres limogés lors de ce réaménagement du gouvernement. D'aucuns avaient prévu leur chute brutale liée à certains scandales. Serein et décontracté lors des passations de services qui sont intervenues ce lundi matin. D'aucuns ont même bénéficié d'un bain de foule en guise de revoir. Reportage Joël Essengue, Marcelin Gansop et Emmanuel Job. Monsieur Nebengo Edgar. De toutes les passations conduites par le Premier ministre, celle entre les ministres entrant et sortant des transports aura retenu l'attention. Au centre de cette attention, Alain Edgar Mbongo, imperturbable et très détendu. Il est apparu plutôt serein, avec à ses côtés sa fille. Pendant que dans les couloirs du ministère, de nombreuses personnes ont constitué une sorte de haie d'honneur pour lui dire merci et au revoir. Devant notre micro, Alain Edgar Mbongo n'a pas souhaité s'exprimer. Monsieur le ministre,
Il a par contre pris tout le temps nécessaire pour partager une dernière poignée de main avec ceux qui ont été ses principaux collaborateurs pendant plus de 2 ans. Notre souhait de percer le mystère de l'incident survenu le week-end à son domicile et impliquant un confrère du quotidien Le Jour n'a pas été exaucé. Hélas, un autre membre du gouvernement qui était sous les feux de projecteurs est Ange Michel Angouan. Le magistrat est apparu lui aussi assez détendu au lendemain du bras de fer avec le directeur général de l'ENAM. Il a été limogé alors qu'il venait de servir une demande d'explication à l'UNIS Toussaint Mendiana. La longue accolade avec son remplaçant, Joseph Lé, lui a certainement fait du bien lors du passage de témoins entre ses 2 fils de la région de l'Est. Basile Atanganankuna, remplacé par un autre fils du même département que lui, mais aussi Jean-Baptiste Bokam, Philippe Golengwese, Lumas Aïna Oandja, sont les autres membres du gouvernement dont le bail n'a pas été renouvelé par le président de la République. Ils quittent la scène à la grande déception de leurs proches, mais avec la consolation de voir leur travail reconnu au plus haut niveau, tel que le Premier ministre l'a rappelé, partout où il est passé. Monsieur Mebergo Edgar Alain, au nom du président de la République, je vous remercie pour les services rendus à la nation en qualité de ministre des Transports et vous souhaite bonne chance dans vos futures activités. Il est sous les feux des projecteurs en raison de son ascension au sein du gouvernement après avoir passé 10 ans à la présidence de la République. Paul Atangandi est propulsé nouveau ministre chargé de l'administration territoriale, lui qui est nouvelle figure du gouvernement Yan 4. Son parcours professionnel et politique est parsemé de quelques controverses. Cadre politique du RDPC dans le Nord-Ouest, il a été présenté plusieurs fois comme l'un des jokers du chef de l'État sur le théâtre de la crise anglophone, mais ses opinions politiques ont souvent été sujettes à caution. Esquisse de portrait de Paul Atangandi, nouveau ministre de l'administration territoriale, avec Guy Zogo. De toutes les promotions opérées par Paul Biya le 2 mars dernier, lors du réaménagement du gouvernement, celle de Paul Atangandi est certes la plus inattendue, mais aussi la plus significative. À 58 ans, ce natif de Bamenda, qui vient d'être promu au si important poste de ministre de l'administration territoriale, détonne dans le gouvernement camerounais. Dans son édition du 4 décembre 2017, le magazine panafricain Jeune Afrique parlait de lui en termes d'amis très discrets de Paul Biya et l'annonçait déjà au gouvernement. Paul Biya a confirmé ses prédictions, mais surtout il a effectivement confirmé sa proximité avec lui, qui est au fond son homme de confiance dans la réponse à donner à la crise anglophone, le nouveau Minat étant un partisan de la ligne dure dans la gestion de cette crise. Lui qui affirme par exemple Urbi et Orbi qu'il n'y a pas de crise anglophone au Cameroun. C'est d'une certaine manière l'aboutissement d'une vie pour ce banquier qui s'est formé au Nigeria avant de se lancer dans les affaires au Cameroun en créant une banque au début des années 80. Puis, dans la foulée, il s'illustre par des donations au gouvernement avant de devenir familier à quelques pontes du régime au point même de jouer un rôle majeur pour briser les villes mortes en 1990. Mais Paul Atangandi, c'est aussi de solides inimitiés dans le sérail et l'opposition où certains le qualifient sans détour d'opportuniste. De plus, quelques affaires, à l'instar de celle de la Campost, où son nom a été cité, l'ont souvent placé sous les feux de la rampe. Ce qui manifestement n'aime pas l'intéressé, qui se considère avant tout comme un fantassin de Paul Biya, qui en retour lui garantit bien ce rôle. Et face à l'enlisement de cette crise anglophone, le président de la République multiplie les actions pour mettre un terme à ce débat de plus en plus entendu sur la forme de l'État, un débat amplifié sur le théâtre de la crise anglophone avec les fédéralistes et une minorité séparatiste. Paul Biya qui vient de créer tout un ministère de la décentralisation et du développement local. Il a également propulsé des personnalités au parcours controversé à la tête de certains ministères stratégiques, des personnalités anglophones, un signal clair du président de la République qui peine à apaiser les tensions sur le théâtre de la crise anglophone. Décryptage avec Serge Alain Autou.
Paul Biya, à travers le réaménagement de l'équipe gouvernementale Yan 2, est resté fidèle à la philosophie qui guide son pouvoir depuis 1982. Être le seul maître à bord qui n'écoute que lui-même. Au sujet de la crise dans les deux régions anglophones du Cameroun, le chef de l'État a définitivement tranché le débat sur la forme de l'État. Pour lui, le Cameroun sera un État décentralisé. La création d'un ministère de la décentralisation et du développement local, à la suite de la scission de l'ancien mastodonte administration territoriale et décentralisation, est une réponse claire. La sortie récente de Chief Moukete n'aura pas fait fléchir Paul Biya. Le centenaire, non sans avoir égratigné au passage son camarade de parti sur son inaccessibilité, martelait que seul le fédéralisme constituait la voie royale pour une sortie définitive de la crise dans laquelle le Cameroun est plongé depuis plusieurs mois. Il faisait entendre sa voix après que le principal parti de l'opposition, SDF, en ait fait un élément fondamental dans son projet de société. Pour parachever le processus de décentralisation et impulser le développement des régions, Paul Biya, sur proposition du Premier ministre, a porté un francophone à la tête de ce nouveau département ministériel. Une chose qui vient ajouter à la déception des Camerounais élevés dans la langue de Shakespeare. À défaut du fédéralisme, les anglophones se seraient attendus à une meilleure répartition du gâteau national. Une redistribution plus qu'équitable, où les ministères de souveraineté leur reviendraient comme titulaires, à savoir finances, défense, justice ou affaires étrangères. Il m'a observé en confiant le portefeuille de l'administration territoriale à Paula Tangandji, un originaire du Nord-Ouest, et celui des enseignements secondaires à Pauline Nalova Lyonga RB, originaire du Sud-Ouest. Paul Biya, de l'avis de certains observateurs, aura porté au firmament des personnalités dont la légitimité a pris un sérieux coup depuis le déclenchement de la crise. Pauline Nalova Lyonga, on s'en souvient que c'est du temps où elle était recteur de l'université de Buea que les étudiants camerounais ont subi la pire humiliation de l'histoire des revendications estudiantines. Les élèves et enseignants des deux régions anglophones qui ont déserté les salles de classe depuis octobre 2016 n'ont qu'à bien se tenir. Paula Tangandji, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité et chargé de mission à la présidente de la République, voit sa fidélité récompensée par le prince avec le poste de ministre de l'administration territoriale. Il fallait à Paul Biya un homme de poigne au-dessus de la préfectorale pour conduire le calendrier électoral en cette année 2018. Au plus fort de la crise, un fidèle, originaire du Nord-Ouest. Ce réaménagement du gouvernement survenu le 2 mars 2018 suscite déjà une vague de contestation chez l'opposition. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun critique le casting du chef de l'État. Paul Biya s'est trompé en choisissant des mauvaises solutions aux vrais problèmes des Camerounais. Ce parti de l'opposition pense que le président de la République a dévoilé ses limites et son incapacité politique à continuer à gouverner le pays. Joël Sengue et Ike Cyril. Au mouvement pour la renaissance du Cameroun, on considère le réaménagement gouvernemental du 2 mars dernier comme du saupoudrage. Il faut être définitivement naïf pour croire que le réaménagement ou ce réaménagement gouvernemental peut susciter le moindre espoir ou peut susciter un sursaut dans la gouvernance du Cameroun. Je crois que c'est un réaménagement cosmétique, juste pour faire un jeu de chaises musicales, qui n'apporte rien au peuple camerounais. On ne peut rien y attendre, parce qu'effectivement, les hommes sont les mêmes. Sur la nomination de Paul Tangandji au ministère de l'administration territoriale et de Nalova Lyonga au ministère des enseignements secondaires comme réponse à la crise anglophone, le MRC indique que Paul Biya s'est trompé de casting. S'il fallait apporter des réponses à la crise anglophone, je crois que les personnes que M. Biya a choisies ne sont pas les personnes les mieux indiquées. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais M. Tangandji était un personnage très controversé, pour dire le moins. Madame Nalova
ancienne vice-chancellor de l'université de Boya, est tout aussi controversée. Parce que la crise anglophone a révélé un jour, n'est-ce pas, de nouvelles figures qui auraient pu être nommées. Le limogeage de Ange Michel Angwing est considéré comme une sanction suite à la guerre qui opposait l'ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative au directeur général de l'ENAM. À ce niveau, le MSC estime qu'en sacrifiant l'un des protagonistes au profit de l'autre, Paul Biya apporte une mauvaise solution à un vrai problème. On aurait dû dégager les deux personnes. Le fait de laisser le directeur général de l'ENAM dégager le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est une insulte, non seulement à l'endroit de M. Angwing, mais le fait de laisser le directeur général de l'ENAM est une insulte aussi au peuple camerounais. En définitive, le mouvement pour la renaissance du Cameroun affirme qu'après 35 ans de pouvoir, Paul Biya n'est plus en mesure d'apporter la moindre solution aux problèmes qui minent le Cameroun. Ce Cameroun, ce pays a besoin d'un grand balai, d'un grand coup de balai. Et M. Biya n'est pas celui-là qui peut donner ce grand coup de balai. La preuve avec son dernier remaniement gouvernemental, son dernier réaménagement gouvernemental. Et je crois que c'est le moment de dire aux Camerounais en cette année électorale qu'ils doivent effectivement saisir la balle au bon pour dégager, n'est-ce pas, ces gens qui depuis 35 ans n'ont fait que noyer le peuple camerounais dans une malgouvernance qui fait du Cameroun un pays en arrière sur tous les plans. Les membres nommés à l'issue du réaménagement gouvernemental du 2 mars dernier ont pris fonction. Vont-ils répondre aux sollicitations du peuple camerounais? Non, pense-t-on au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour prolonger l'analyse et le décryptage sur ce réaménagement du gouvernement intervenu le 2 mars 2018, je reçois sur ce plateau l'avocat maître Célestin Kengoum, avocat au barreau du Cameroun, docteur en droit, analyste politique. Il interviendra en deuxième partie de ce journal. Dans l'actualité, vous ne les avez peut-être pas oubliés, ces deux adolescentes kidnappées à Bafoussam après 3 semaines de captivité. Ornella, 15 ans, Morgane, 13 ans, ont été relâchées saines et sauves. Et c'est un grand ouf de soulagement pour leur famille. Ambiance de retrouvailles avec nos reporters Dallas Kana et Jean-Paul Chuniat. Dans les bras du préfet de la MIFI, la petite Yogo Kamdem, 13 ans, et son aîné, Gagne Kamdem Ornel, 15 ans. Elles respirent un air de liberté, au grand bonheur de leurs parents et des habitants du quartier Tungankat. Quand vous menacez avec les armes, on vous en a joué. Après 24 jours en captivité, elles ont été relâchées dimanche 4 mars 2018 à 19h passées, moyennant une rançon au montant tenu secret. Elles ont été libérées vers 19h30 au niveau de l'entrée de la ville en quittant Banjoun pour entrer à Bafoussam. C'est ce qu'elles ont dit, c'est ce qu'elles ont déclaré. Elles ont remarqué la station totale de Djandam étant sur la moto. Ils disent qu'on a bandé leurs yeux quittant du quartier jusqu'au boulon. Arrivé au boulon, on a détaché les yeux, on leur a donné 2000 francs pour prendre le taxi. Sans aucun service corporel apparent, les 2 élèves du lycée bilingue de Bafoussam sont conduites à l'hôpital régional pour des visites médicales en vue d'une prise en charge clinique et psychologique. Les raisons du kidnapping demeurent jusqu'ici non délucidées, tout comme leurs bourreaux non identifiés courent toujours dans la nature. En rappel, les fillettes Kamdem étaient enlevées par des inconnus dans la nuit du 8 février dernier au domicile familial. Ces derniers exigeaient alors une rançon de 4 millions de francs CFA. L'intégration régionale économique et la libre circulation prennent un sérieux coup en Afrique centrale après l'échec de la tentative de coup d'État survenue en Guinée équatoriale. Malabo a fermé ses frontières terrestres depuis près de 2 mois et la situation pèse déjà sur les opérateurs économiques installés à Kiossi, ville frontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Reportage Roger Takala, Gladys Sidje et Innocent Abega. La vie semble avoir suspendu son cours dans la ville de Kiossi, frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale.
Zone à forte activité commerciale, les vendeurs qui s'y trouvent enregistrent d'énormes pertes depuis le coup d'État manqué du mois de décembre en Guinée équatoriale qui a conduit à la fermeture de la frontière. Si je me trouve ici à Kiessi actuellement, c'est pour aller au deuil en Guinée équatoriale, ici à Ebimini. J'ai perdu mon beau-fils là-bas. Donc je suis allé au village, au centre, nous faire les préparatifs. Donc la levée c'est à Bata. Arrivé à la chaîne, on me demande de ne pas traverser pour que je retourne. Ils ne veulent pas que je traverse. On ne s'en sort pas avec la fermeture de la chaîne. On peut dire que tout est bloqué. Même pour manger, on ne s'en sort pas. La majorité de mes clients sortent de la Guinée équatoriale. Et aujourd'hui, quand ils ne sont pas là, il n'y a pas moyen. Tu vas passer une journée, même une semaine, au trop, une tête. Et que la tête qui va venir là même, la personne va seulement venir te supplier seulement pour que tu l'aides seulement. Donc, pour dire vrai, on ne s'en sort pas avec la fermeture de la chaîne. Les commerçants lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités des deux pays pour un retour à la normale. Les marchandises, pourtant disponibles en grande quantité, se détériorent faute d'acheteurs. Le marché ne passe pas vu la fermeture de la chaîne. Les gens de Yaoundé, ceux qui arrivent ici nous disent que les médias parlent là-bas que la chaîne est ouverte, pourtant la chaîne n'est pas ouverte. Elle est encore fermée. Si jamais on fait cette chaîne pour le suivi, pour que nous autres, comme on essaie de vivre, parce que c'est par rapport à ce marché que nous autres, nous vivons, on paie la location et on mange. On envoie les enfants à l'école. Quand ça ne va pas, on va vendre tout. La marchandise se gâte, ça ne se vend pas, ça pourrit. Ici, les clients se recrutent en grande majorité parmi les ressortissants de Guinée équatoriale. Dans l'impossibilité d'aller et de venir, l'économie dans la zone connaît une baisse drastique. À côté de son éternel problème d'absence de l'énergie électrique qui pousse les habitants à s'alimenter au moyen des groupes électrogènes, avec la fermeture de la frontière, la ville de Kiossi se meurt peu à peu. Un groupe de femmes cultivatrices vient de faire sensation en disputant des finales de handball et football, malgré leur occupation quotidienne et le poids de l'âge. Au-delà d'être un vecteur d'épanouissement, le sport a été une occasion pour sensibiliser ces femmes sur leur rôle dans la construction et l'émergence économique du Cameroun. Dalastiana et Jean-Paul Chouniat. Les femmes rurales Bamougoum ont décidé de pratiquer un sport généralement réservé aux jeunes filles et aux hommes. Elles constituent d'ailleurs l'attraction de la semaine de ce 8 mars pour avoir survolé les compétitions en se hissant en finale de 2 sports collectifs. Une grande première à leur première participation. Malgré les vieux os et le poids de l'âge, les femmes Bamougoum tiennent en échec les vigoureuses filles de l'Éniette de Bafoussam en finale de football. Mais elles perdent sur un cheveu à la séance fatidique des tirs au but. Perdant une fois encore la finale de handball sur un score étriqué face aux remuantes filles de l'Éniette de Bafoussam en toute fin de match, ces braves femmes Bamougoum démontrent qu'elles ont du potentiel à revendre. Les vainqueurs prennent leur victoire très au sérieux. Président les 2 rencontres de handball et football, Madame le sous-préfet de Bafoussam 3e recommande aux femmes de se mouvoir pour la défense de leurs droits et intérêts. Je voudrais ici appeler toutes les autres femmes qui prennent encore le pas à s'inscrire dans les réseaux, les femmes de la hauteur de la femme troisième, parce qu'elles doivent se mobiliser, parce qu'elles doivent aussi se faire écouter, même s'il fait que leur mari. La présidente du réseau des associations des femmes de Bafoussam 3e appelle toutes les femmes à plus de responsabilités. Il faut fêter, après la fête, il faut rentrer bien à la maison, bien évidemment à la maison, s'occuper des enfants et du reste. Donc je demande aux femmes, à celles qui n'ont pas encore saisi de message, d'être responsables, d'être dignes, parce que c'est tout cela qui caractérise une femme. Depuis son arrivée à la tête de l'arrondissement de Bafoussam 3e, le sous-préfet Lilian Twenta Tangana a fait de la pratique du sport un vecteur de distraction et d'épanouissement des femmes rurales de Bamougoum, généralement renfermées dans leurs casseroles et leurs champs, surtout en cette période de semaille. Une fois passée cette semaine consacrée à la femme, très peu d'entre elles pratiquent des activités sportives. Pourtant, c'est l'un des moyens pour prévenir
Les maladies cardiovasculaires, tenez-vous bien, les femmes sont de plus en plus exposées à ces maladies, bien plus que les hommes. C'est le constat que font des spécialistes de la santé qui ont tenu à donner des conseils aux femmes sur leur hygiène alimentaire, leur mode de vie, mais aussi sur la nécessité de pratiquer du sport afin de réduire les risques de pouvoir contracter ces maladies cardiovasculaires. Reportage Flavien Valondongo. Le cœur de la femme est fragile. Il est davantage exposé aux maladies cardiovasculaires à cause des frustrations et surtout du non-respect des prescriptions médicales. Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité chez la femme aujourd'hui et en plus chez la femme jeune de moins de 50 ans. Elle le tue beaucoup plus que le cancer et aujourd'hui les maladies cardiovasculaires tuent plus de 40% de femmes contre le cancer que nous les femmes nous redoutons. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme, la Fondation camerounaise du cœur a décidé d'explorer le cœur de la femme à travers une conférence débat. Cette 33e Journée mondiale de la femme, nous voulons l'utiliser pour sensibiliser les femmes, de savoir que leur première cause de mortalité est par une maladie cardiovasculaire qui est à 80% évitable. Oui. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires tuent environ 17 000 personnes chaque année dans le monde, dont 75% dans les pays pauvres. Des chiffres qui sonnent comme une alerte à la prudence et plus encore à la prise de conscience. Et la bonne nouvelle, c'est que la maladie cardiovasculaire à 80% peut être prévenue et c'est pour ça que nous mobilisons les cardiologues et tous ceux qui travaillent pour la santé pour essayer de diminuer ces taux de mortalité. Les cardiologues de la Fondation camerounaise du cœur, décidés de tordre le cou à ces pathologies, ont égrené un ensemble de précautions à prendre pour éviter le pire. Surtout chez la femme, c'est d'abord de lutter contre le surpoids, de lutter contre l'obésité, parce que l'obésité à elle seule est responsable ou fait le lit de l'hypertension artérielle, du diabète et du mauvais cholestérol. Il est également important pour la femme d'avoir un bon équilibre alimentaire associé à une bonne activité physique régulière et adaptée à sa condition physique. Les comportements à risque et pire encore, la mauvaise alimentation sont à proscrire dans nos rations alimentaires, prescrivent les médecins. Ce réaménagement du gouvernement survenu le 2 mars 2018 peut-il apporter des solutions aux multiples crises sociales, économiques, politiques et sécuritaires qui secouent le Cameroun depuis quelques années? Quelle évaluation peut-on faire des feuilles de route ministérielles prescrites à ces nouveaux membres du gouvernement à 8 mois de l'élection présidentielle? On en parle dans une poussière de secondes. Sur ce plateau, avec moi, Maître Célestin Kengoum, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Noufélé. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, docteur en droit, analyste politique, et vous avez suivi cette décision du président de la République et l'installation de ces nouveaux ministres à la tête des différentes administrations. Comment appréciez-vous ce réaménagement du gouvernement? Pour moi, ce remaniement ministériel obéit à une seule logique, celle de se séparer des collaborateurs encombrants et aussi de certains ou d'un certain collaborateur dont l'état de santé ne serait pas bon en ce moment. Alors, pour commencer, dans l'entourage immédiat du président de la République, il y a un nouveau directeur du cabinet civil à la présidente de la République qui est l'ancien ambassadeur du Cameroun en France, Samuel Mvondo Ayolo, également un directeur général adjoint. Est-ce que vous faites référence à Martin Belinga Iboutou, qui n'est plus directeur du cabinet civil à la présidente de la République? Si mes sources sont exactes, je pensais surtout à lui. Donc, il ne fait pas partie des collaborateurs encombrants, mais plutôt de quelqu'un qui a besoin d'un peu de repos, un peu de temps pour se soigner, puisque nous sommes tous exposés à des questions de maladie. La santé, elle est fragile. Donc, vous pensez que c'est la raison qui justifie ces changements intervenus dans ce qui le concerne, pour moi, c'est la raison fondamentale.
justement, on a observé la sortie de certains ministres du gouvernement au ministère de la fonction publique et la réforme administrative, Michel Ange Angouin, qui avait, quelques jours avant ce réaménagement du gouvernement, demandé des explications au directeur général de l'ENAM sur un certain nombre de tripatouillages, de soupçons de tripatouillage observés sur le dernier concours, les résultats du dernier concours d'entrée à l'ENAM. Comment percevez-vous ce limogeage de certains chefs de département ministériel? Vous savez, M. Michel Angouin-Ange était un magistrat de carrière. Et en tant que magistrat de carrière, en tant que juriste, c'est quelqu'un qui est attaché au principe, à la règle de droit, à la procédure. Donc je pense que dans cette bataille qu'il a opposée au directeur général de l'ENAM, il a surtout voulu rappeler les règles qui régissent la relation entre l'ENAM et son administration technique de tutelle, qui est le ministre de la réforme administrative. Mais je pense qu'il a un peu péché par excès de zèle. Et je le dis pourquoi? Parce que vous savez, c'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, on entre au gouvernement par les réseaux. Les réseaux, ça peut être des réseaux, ça peut être lié à la famille, aux amis, à tout autre aspect. Mais je pense qu'il y a eu un problème d'erreur dans sa stratégie. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous accédez au pouvoir, quand vous accédez à un poste ministériel ou de direction générale, vous devez faire attention à vos collaborateurs. Parce qu'ils sont nommés par le même décret qui vous met là où vous êtes. Et si donc vous vous attaquez à un collaborateur dont le réseau est plus élevé, la personne qui est un peu son protecteur considère que c'est une attaque directe contre sa personne. En clair, vous mettez de côté les compétences de ces personnalités nommées à des fonctions politiques ou administratives? Non, ce n'est pas une question de compétence. Le directeur général de l'ENAM, Monsieur Toussaint Menzana Linus, est un juriste très compétent, c'est un administrateur civil très compétent. Le ministre Angouin, qui vient de sortir du gouvernement, est un magistrat très compétent. Donc nous avons affaire à deux compétences. Alors quand vous avez affaire à deux compétences de cette nature, ne vous fiez pas simplement à l'organisation administrative. Si l'on s'en tient à l'organisation administrative, le ministre de la réforme administrative est le supérieur hiérarchique du directeur de l'ENAM. Mais lorsqu'une bataille prend une telle ampleur, il faut aller au-delà des textes pour rechercher quels sont les tenants et les aboutissants. Donc lorsque cette affaire a commencé à prendre beaucoup d'ampleur, je me suis dit, le plus fort gagnera, non pas en termes de compétences, mais en termes de réseau relationnel. Mais la fonction publique a également été confrontée à de nombreux problèmes avec le processus d'intégration des enseignants, la gestion de l'informatisation du fichier solde de l'État. On n'en est pas parvenu durant, bien sûr, le séjour de Michel Ange Angouin à tous ces départements. Est-ce que ce sont des éléments qui auraient penché non, je ne pense pas. Je pense plutôt que le ministre Angouin a fait un excellent travail au niveau de la réforme administrative. Beaucoup de dossiers qui étaient gelés ont été traités. Les avancements se sont bien passés pour beaucoup de fonctionnaires. Mon épouse est fonctionnaire, donc je sais de quoi je parle. Mais il y a des fonctionnaires qui sont enseignants. Malheureusement, depuis plus d'un an, malheureusement, nous sommes victimes de l'obsolescence de beaucoup de nos appareils. Alors, nous travaillons encore à l'état primitif au Cameroun. Dans beaucoup d'administrations, vous constaterez qu'on remplit les fiches encore à la main. Donc le travail se fait de manière manuelle. Alors si on avait informatisé suffisamment notre administration, il y aurait beaucoup de solutions aux problèmes des traitements de dossiers. Et ce dossier, je ne pense pas, bien sûr, au ministère de la fonction publique et la réforme administrative qui doit justement mener ces réformes en vue de pouvoir numériser davantage, permettre déjà au gouvernement de maîtriser son administration et ses ressources humaines. C'était là l'un des défis auquel était confronté le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Monsieur Noufele, écoutez, il ne s'agit pas de la maîtrise de l'effectif de son ministère. Il s'agit de la maîtrise des effectifs des fonctionnaires de l'ensemble du Cameroun. Donc ça touche tous les ministères. Si donc
Lui, le ministère fait un travail, le ministère de la réforme administrative fait un travail en aval. Donc en amont, chaque ministère devrait préparer des fiches à transmettre à son ministère. Donc si ce travail n'est pas fait en amont, il n'est pas possible qu'en aval, on ait des résultats satisfaisants. Justement, donc il y a un problème de coordination, il y a déjà un problème de réception des informations, et ensuite un problème de traitement. Est-ce que ce ministère a reçu toutes les informations nécessaires des différentes administrations? Ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Un autre secteur clé, bien sûr, pour la croissance économique du Cameroun, c'est le ministère des Transports, où Edgar Ala Mbongo n'a pas survécu à ce réaménagement du gouvernement, survécu entre guillemets. Il a été limogé du gouvernement. C'est désormais Ernest Massé Nangal Ebibé qui prend les rênes du ministère des Transports. Comment appréciez-vous les enjeux au sein de ce ministère-là? Bon, au sein de ce ministère, je pense que M. Bibé est bienvenu. C'est quelqu'un qui s'y connaît dans le secteur du transport pour être le promoteur d'une entreprise de transport public qui opère dans la ville de Douala et qui a des relations assez poussées avec plusieurs opérateurs économiques dans le secteur des transports. Vous savez, pour bien diriger un ministère aussi sensible, il faut s'ouvrir, il faut dialoguer, il faut aller vers les gens du terrain. Il ne faut pas attendre que l'information vous retrouve dans votre bureau. Donc un ministre des Transports doit être très permanent dans une ville charnière comme Douala. Parce que Douala, quand même, a le premier port. Avec l'arrivée de Kribi, nous aurons un deuxième port, mais en attendant le fonctionnement optimal du port de Kribi, Douala demeure quand même le poumon. C'est par Douala que la plupart des étrangers entrent. C'est de Douala qu'on exporte la plupart des marchandises produites ou récoltées au Cameroun. Donc, du coup, le ministre des Transports doit être quelqu'un qui est assez proche de ceux qui interviennent dans ce secteur. Nous, autres avocats, par exemple, nous avons besoin de le rencontrer pour résoudre un problème, parce que, je vous donne un exemple aussi assez simple. Pour saisir un navire, il faut obtenir l'avis favorable du ministre des Transports. Or, un navire séjourne dans un quai 24-48 heures. Pour ceux qui font des opérations en ro-ro, c'est-à-dire qu'ils sont là pour un délai très bref. S'il faut monter à Yaoundé, attendre qu'un ministre vous signe un avis favorable, avant de rentrer sur Douala, obtenir l'autorisation du juge, vous en avez pour près d'un mois. Et du coup, ça paralyse tous ceux des importateurs qui ont des marchandises avariées, qui ont des marchandises perdues ou des marchandises détruites, qui ne peuvent plus engager des procédures judiciaires pour rentrer dans leurs droits. Justement, une autre... Et c'est une paralysie très sérieuse pour nous autres avocats également. À côté de ce secteur des transports, il y a le ministère de l'administration territoriale et la décentralisation. Le chef de l'État a choisi d'éclater ce ministère en 2 départements ministériels avec un accent sur la décentralisation et le développement local. Que pensez-vous de cette réponse politique du chef de l'État à la crise anglophone? Non, je ne pense pas qu'il s'agit d'une réponse politique à la crise anglophone. Je pense qu'il s'agit d'une réponse aux questions, aux préoccupations de l'ensemble des Camerounais. Parce que, voyez-vous, la crise anglophone n'était pas une crise marginale. C'est une crise nationale, c'est une crise qui concerne toutes les régions. Mais seulement ils ont eu d'abord le courage de le faire parce qu'ils avaient un passé beaucoup plus avancé que les pays, ceux des zones francophones en matière de revendication, en matière de respect des droits de l'homme. Donc ce n'est pas une réponse spécifique à la crise anglophone, mais je pense que c'est une amorce vers ce que nous attendons tous, la décentralisation. Mais il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus pour prôner le fédéralisme, même au sein du parti au pouvoir, le RDPC, quelle que soit la forme future de l'État du Cameroun, c'est une question d'abord de dialogue. C'est une question de dialogue. Il faut dialoguer. C'est dans le dialogue que certaines tensions s'apaisent. En l'absence de dialogue, on ne peut pas dire que cette la création d'un ministère de la décentralisation viendra résoudre les problèmes. Mais vous avez quand même oublié un aspect, c'est celui des hommes. Tout à l'heure, on a parlé du ministre des Transports, vous avez un peu omis le ministre des Mines. Ce sont des ministres qui se sont beaucoup enrichis et qui traînaient beaucoup de casseroles. Donc je pense que dans ce mouvement
opéré au sein de du gouvernement camerounais, il y avait surtout le souci de faire partir certaines personnes et de placer des personnes de confiance. Mais cela fait près de 35 ans que le chef de l'État a déjà procédé à une trentaine de remaniements et de réaménagements du gouvernement. Il a utilisé environ 200 à 300 personnalités durant ces 35 ans passés à la tête du Cameroun. Mais le développement économique, l'économie inclusive, le quotidien des Camerounais, rien ne s'est véritablement amélioré. Est-ce que c'est la solution à chaque fois de réaménager ou de procéder à un remaniement ministériel? Non, je vous ai dit d'emblée que ce remaniement ministériel obéit à une seule logique, celle de faire partie des personnes indésirables et de mettre des hommes de confiance à des postes sensibles. Ce mouvement n'a rien à voir avec un souci de faire développer le Cameroun. Non, on a les mêmes hommes, ce sont les mêmes personnes qui sont là. Alors le problème des Camerounais, tout le monde le sait, c'est la centralisation excessive du pouvoir. On ne peut pas au XXIe siècle fonctionner comme nous le faisons encore. Ça, c'est impensable. C'est comme si nous étions dans des dictatures inimaginables. Un ministre de son poste à Yaoundé ne peut pas diriger tout le Cameroun. Voilà le véritable problème. On ne peut pas décider de la construction d'une salle de classe, d'un centre de santé, dans des zones les plus reculées, à partir de Yaoundé. Qui fait des études, qui les réalise, qui les contrôle? La décentralisation, à notre sens, avait le mérite de permettre aux locaux, aux citoyens, là où ils se trouvent, de pouvoir avoir la maîtrise dans leur développement, de connaître quelles sont les priorités, quelles sont leurs priorités, et où peuvent-ils tirer les moyens. Parce que chaque région a des richesses. L'Est a le bois, l'Est a aujourd'hui le diamant, et l'Est a l'or. Il n'y a aucune région pauvre ici au Cameroun. Toutes les régions ont une source de richesse. Le Nord est une grande zone touristique. Nous étions Boko Haram, le tourisme dans la région septentrionale serait une source de revenus considérable pour les collectivités locales de ces zones. Merci, Maître Célestin Kengom. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun, également docteur en droit. Vous n'avez pas besoin de le rappeler tout le temps. Je suis avocat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Juste après cette édition du 20h, l'émission 100% foot présentée par Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonne soirée sur cette même antenne. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'enlisement de la crise anglophone contraint le chef de l'État à créer tout un ministère de la décentralisation et propulser des personnalités au parcours controversé à la tête de certains ministères de souveraineté. Ce réaménagement du gouvernement peut-il apporter des solutions aux crises sociales et politiques qui déchirent les régions anglophones? Quelles sont les feuilles de route prescrites à ces nouveaux ministres à 8 mois de l'élection présidentielle au Cameroun? Et comment réagit la classe politique sur le dossier du 20h ce lundi? L'intégration régionale économique prend un sérieux coup après l'échec de la tentative de coup d'État survenue en Guinée équatoriale. Malabo a fermé ses frontières terrestres depuis près de 2 mois et les opérateurs économiques sont au bord de l'asphyxie. C'est un grand reportage réalisé à Kiossi, ville frontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. I hereby declare you commissioned into your functions of Minister for Secondary Education. I wish you total success. Le rituel était quasiment le même pour les 11 membres du gouvernement installés ce lundi. Le Premier ministre n'est pas allé du dos de la cuillère pour mettre chacun devant ses nouvelles responsabilités. Monsieur Le Joseph, je vous félicite pour votre nomination aux fonctions de ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Dans l'exercice de vos fonctions,
Je vous demande de faire preuve d'un esprit d'équipe, d'une franche collaboration, d'un dévouement et d'un loyalisme sans faille. Qu'il s'agisse des nouveaux qui font leur entrée au gouvernement, que des anciens qui ont juste changé de portefeuille ministériel. Les défis à relever sont si nombreux que les heureux élus n'ont pas le temps de jubiler. Déjà tout à l'heure avec mon prédécesseur, mon frère Michel Jean-Louis, nous avons fait un petit point. Je n'entrerai pas dans les détails. Il y a des urgences qu'il faut gérer. Bref, le travail a commencé. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative est chargé, entre autres, de la gestion de tous les fonctionnaires de ce pays. Et vous savez combien d'attentes il y a au niveau de ces personnels de l'État. Je souhaite que nous travaillions dans un esprit de famille. Mais évidemment, je sais également que lorsqu'il va falloir sanctionner, on n'hésitera pas parce que nous avons des missions à accomplir. Il faut atteindre les objectifs. Les regards sont braqués sur le nouveau ministre de la décentralisation et du développement local, mais aussi celui en charge de l'administration territoriale. Le contexte de leur prise de fonction est si particulier que les attentes sont nombreuses. Pareil pour les nouveaux patrons de l'économie et des finances, de l'eau et de l'énergie, sans oublier les enseignements secondaires et les transports. Tous héritent des ministères stratégiques et sont attendus au pied du mur. Le Premier ministre a mis moins de temps que prévu pour les installer. Un signal fort. Mieux, une invite à se mettre immédiatement au travail. Visiblement, l'équipe Yang 4 n'a pas de temps à perdre. On attend de voir. Tous les regards étaient rivés sur certains ministres limogés lors de ce réaménagement du gouvernement. D'aucuns avaient prévu leur chute brutale liée à certains scandales. Serein et décontracté lors des passations de services qui sont intervenues ce lundi matin. D'aucuns ont même bénéficié d'un bain de foule en guise de revoir. Reportage Joël Essengue, Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Monsieur Nebengo Edgar. De toutes les passations conduites par le Premier ministre, celle entre les ministres entrant et sortant des transports aura retenu l'attention. Au centre de cette attention, Alain Edgar Mbongo, imperturbable et très détendu. Il est apparu plutôt serein, avec à ses côtés sa fille. Pendant que dans les couloirs du ministère, de nombreuses personnes ont constitué une sorte de haie d'honneur pour lui dire merci et au revoir. Devant notre micro, Alain Edgar Mbongo n'a pas souhaité s'exprimer. Il a par contre pris tout le temps nécessaire pour partager une dernière poignée de main avec ceux qui ont été ses principaux collaborateurs pendant plus de 2 ans. Notre souhait de percer le mystère de l'incident survenu le week-end à son domicile et impliquant un confrère du quotidien Le Jour n'a pas été exaucé. Hélas, un autre membre du gouvernement qui était sous les feux de projecteurs est Ange Michel. En effet, un élément fondamental dans son projet de société pour parachever le processus de décentralisation et impulser le développement des régions, Paul Biya, sur proposition du Premier ministre, a porté un francophone à la tête de ce nouveau département ministériel. Une chose qui vient ajouter à la déception des Camerounais élevés dans la langue de Shakespeare. À défaut du fédéralisme, les anglophones se seraient attendus à une meilleure répartition du gâteau national. Une redistribution plus qu'équitable, où le ministère de souveraineté leur reviendrait comme titulaire, à savoir finances, défense, justice ou affaires étrangères. Il m'a observé en confiant le portefeuille de l'administration territoriale à Paula Tangandji, un originaire du Nord-Ouest, et celui des enseignements secondaires à Pauline Nalova Lyonga RB, originaire du Sud-Ouest. Paul Biya, de l'avis de certains observateurs, aura porté au firmament des personnalités dont la légitimité a pris un sérieux coup depuis le déclenchement de la crise. Pauline Nalova Lyonga, on s'en souvient que c'est du temps où elle était recteur de l'université de Buya que les étudiants camerounais ont subi la pire humiliation de l'histoire des revendications estudiantines. Les élèves et enseignants des 2 régions anglophones qui ont déserté les salles de classe
depuis octobre 2016, n'ont qu'à bien se tenir. Paul Atangandji, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité et chargé de mission à la présidente de la République, voit sa fidélité récompensée par le prince avec le poste de ministre de l'administration territoriale. Il fallait à Paul Biya un homme de poigne au-dessus de la préfectorale pour conduire le calendrier électoral en cette année 2018. Au plus fort de la crise, un fidèle originaire du Nord-Ouest. Ce réaménagement du gouvernement survenu le 2 mars 2018 suscite déjà une vague de contestation chez l'opposition. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun critique le casting du chef de l'État. Paul Biya s'est trompé en choisissant des mauvaises solutions aux vrais problèmes des Camerounais. Ce parti de l'opposition pense que le président de la République a dévoilé ses limites et son incapacité politique à continuer à gouverner le pays. Joël Sengue et Ike Cyril. Au mouvement pour la renaissance du Cameroun, on considère le réaménagement gouvernemental du 2 mars dernier comme du saupoudrage. Il faut être définitivement naïf pour croire que le réaménagement ou ce réaménagement gouvernemental peut susciter le moindre espoir ou peut susciter un sursaut dans la gouvernance du Cameroun. Je crois que c'est un réaménagement cosmétique, juste pour faire un jeu de chaises musicales, qui n'apporte rien au peuple camerounais. On ne peut rien y attendre, parce qu'effectivement, les hommes sont les mêmes. Sur la nomination de Paul Atangandji au ministère de l'administration territoriale et de Nalova Lyonga au ministère des enseignements secondaires comme réponse à la crise anglophone, le MSC indique que Paul Biya s'est trompé de casting. S'il fallait apporter des réponses à la crise anglophone, je crois que les personnes que M. Biya a choisies ne sont pas les personnes les mieux indiquées. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais M. Atangandji est un personnage très controversé, pour dire le moins. Madame Nalova, ancienne vice-chancelleur de l'université de Boya, est tout aussi controversée, parce que la crise anglophone a révélé un jour, n'est-ce pas, de nouvelles figures qui auraient pu être nommées. Le limogeage de Ange Michel Angwing est considéré comme une sanction suite à la guerre qui opposait l'ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative au directeur général de l'ENAM. À ce niveau, le MSC estime qu'en sacrifiant l'un des protagonistes au profit de l'autre, Paul Biya apporte une mauvaise solution à un vrai problème. On aurait dû dégager les deux personnes. Le fait de laisser le directeur général de l'ENAM dégager le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est une insulte, non seulement à l'endroit de M. Angwing, mais le fait de laisser le directeur général de l'ENAM est une insulte aussi au peuple camerounais. En définitive, le mouvement pour la renaissance du Cameroun affirme qu'après 35 ans de pouvoir, Paul Biya n'est plus en mesure d'apporter la moindre solution aux problèmes qui minent le Cameroun. Ce Cameroun, ce pays a besoin d'un grand balai, d'un grand coup de balai. Et M. Biya n'est pas celui-là qui peut donner ce grand coup de balai. La preuve avec son dernier remaniement gouvernemental, son dernier réaménagement gouvernemental. Et je crois que c'est le moment de dire aux Camerounais en cette année électorale qu'ils doivent effectivement saisir la balle au bon pour dégager, n'est-ce pas, ces gens qui depuis 35 ans n'ont fait que noyer le peuple camerounais dans une malgouvernance qui fait du Cameroun un pays en arrière sur tous les plans. Les membres nommés à l'issue du réaménagement gouvernemental du Ngwong, le magistrat est apparu lui aussi assez détendu au lendemain du bras de fer avec le directeur général de l'ENAM. Il a été limogé alors qu'il venait de servir une demande d'explication à l'UNIS Toussaint Mendiana. La longue accolade avec son remplaçant, Joseph Lé, lui a certainement fait du bien lors du passage de témoins entre ses deux fils de la région de l'Est. Basile Atanganankuna, remplacé par un autre fils du même département que lui, mais aussi Jean-Baptiste Bokam, Philippe Ngolengwese, Lumas Aïna Oandja, sont les autres membres du gouvernement dont le bail n'a pas été renouvelé par le président de la République. Ils quittent la scène à la grande déception de leurs proches, mais avec la consolation de voir leur travail reconnu au plus haut niveau.
tel que le Premier ministre l'a rappelé, partout où il est passé. Monsieur Mebergo Edgar Alain, au nom du président de la République, je vous remercie pour les services rendus à la nation en qualité de ministre des Transports et vous souhaite bonne chance dans vos futures activités. Il est sous le feu des projecteurs en raison de son ascension au sein du gouvernement. Après avoir passé 10 ans à la présidence de la République, Paul Atangandi est propulsé nouveau ministre chargé de l'administration territoriale. Lui qui est nouvelle figure du gouvernement Yang 4, son parcours professionnel et politique est parsemé de quelques controverses. Cadre politique du RDPC dans le Nord-Ouest, il a été présenté plusieurs fois comme l'un des jokers du chef de l'État sur le théâtre de la crise anglophone, mais ses opinions politiques ont souvent été sujettes à caution. Esquisse de portrait de Paul Atangandi, nouveau ministre de l'administration territoriale, avec Guy Zogo. De toutes les promotions opérées par Paul Biya le 2 mars dernier, lors du réaménagement du gouvernement, celle de Paul Atangandi est certes la plus inattendue, mais aussi la plus significative. À 58 ans, ce natif de Bamenda, qui vient d'être promu au si important poste de ministre de l'administration territoriale, détonne dans le gouvernement camerounais. Dans son édition du 4 décembre 2017, le magazine panafricain Jeune Afrique parlait de lui en termes d'amis très discrets de Paul Biya et l'annonçait déjà au gouvernement. Paul Biya a confirmé ses prédictions, mais surtout il a effectivement confirmé sa proximité avec lui, qui est au fond son homme de confiance dans la réponse à donner à la crise anglophone, le nouveau MINAT étant un partisan de la ligne dure dans la gestion de cette crise. Lui qui affirme par exemple Urbi et Orbi qu'il n'y a pas de crise anglophone au Cameroun. C'est d'une certaine manière l'aboutissement d'une vie pour ce banquier qui s'est formé au Nigeria avant de se lancer dans les affaires au Cameroun en créant une banque au début des années 80. Puis dans la foulée, il s'illustre par des donations au gouvernement avant de devenir familier à quelques pontes du régime au point même de jouer un rôle majeur pour briser les villes mortes en 1990. Mais Paul Atangandi, c'est aussi de solides inimitiés dans le sérail et l'opposition où certains le qualifient sans détour d'opportuniste. De plus, quelques affaires, à l'instar de celle de la Campost, où son nom a été cité, l'ont souvent placé sous les feux de la rampe. Ce qui manifestement n'aimait pas l'intéressé, qui se considère avant tout comme un fantassin de Paul Biya, qui en retour lui garantit bien ce rôle. Et face à l'enlisement de cette crise anglophone, le président de la République multiplie les actions pour mettre un terme à ce débat de plus en plus entendu sur la forme de l'État, un débat amplifié sur le théâtre de la crise anglophone avec les fédéralistes et une minorité séparatiste. Paul Biya qui vient de créer tout un ministère de la décentralisation et du développement local. Il a également propulsé des personnalités au parcours controversé à la tête de certains ministères stratégiques, des personnalités anglophones, un signal clair du président de la République qui peine à apaiser les tensions sur le théâtre de la crise anglophone. Décryptage avec Serge Alain Autou. Paul Biya, à travers le réaménagement de l'équipe gouvernementale Yang 2, est resté fidèle à la philosophie qui guide son pouvoir depuis 1982. Être le seul maître à bord qui n'écoute que lui-même. Au sujet de la crise dans les deux régions anglophones du Cameroun, le chef de l'État a définitivement tranché le débat sur la forme de l'État. Pour lui, le Cameroun sera un État décentralisé. La création d'un ministère de la décentralisation et du développement local, à la suite de la scission de l'ancien mastodonte administration territoriale et décentralisation, est une réponse claire. La sortie récente de Tiff Moukete n'aura pas fait fléchir Paul Biya. Le centenaire, non sans avoir égratigné au passage son camarade de parti sur son inaccessibilité, martelait que seul le fédéralisme constituait la voie royale pour une sortie définitive de la crise dans laquelle le Cameroun est plongé depuis plusieurs mois. Il faisait entendre sa voix après que le principal parti de l'opposition, SDF, leur occupation quotidienne et le poids de l'âge, au-delà d'être un vecteur d'épanouissement, le sport a été une occasion
pour sensibiliser ces femmes sur leur rôle dans la construction et l'émergence économique du Cameroun. Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Les femmes rurales Bamougoum ont décidé de pratiquer un sport généralement réservé aux jeunes filles et aux hommes. Elles constituent d'ailleurs l'attraction de la semaine de ce 8 mars pour avoir survolé les compétitions en se hissant en finale de 2 sports collectifs. Une grande première à leur première participation. Malgré les vieux os et le poids de l'âge, les femmes Bamougoum tiennent en échec les vigoureuses filles de l'Éniette de Bafoussam en finale de football. Mais elles perdent sur un cheveu à la séance fatidique des tirs au but. Perdant une fois encore la finale de handball sur un score étriqué face aux remuantes filles de l'Éniette de Bafoussam en toute fin de match, ces braves femmes Bamougoum démontrent qu'elles ont du potentiel à revendre. Les vainqueurs prennent leur victoire très au sérieux. Victory is victory. Victory! Président les 2 rencontres de handball et football, Madame le sous-préfet de Bafoussam 3e recommande aux femmes de se mouvoir pour la défense de leurs droits et intérêts. Je voudrais ici appeler toutes les autres femmes qui prennent encore le pas à s'inscrire dans les réseaux des femmes de la hauteur de la femme 3e parce qu'elles doivent se mobiliser, parce qu'elles doivent aussi se faire écouter au même titre que leur mari. La présidente du réseau des associations des femmes de Bafoussam 3e appelle toutes les femmes à plus de responsabilités. Il faut fêter, et après la fête, il faut rentrer bien à la maison, bien évidemment à la maison, s'occuper des enfants et du reste. Donc je demande aux femmes, à celles qui n'ont pas encore saisi de message, d'être responsables, d'être dignes, parce que c'est tout cela qui caractérise une femme. Depuis son arrivée à la tête de l'arrondissement de Bafoussam 3e, le sous-préfet Liliane Twenta Tangana a fait de la pratique du sport un vecteur de distraction et d'épanouissement des femmes rurales de Bamougoum, généralement renfermées dans leurs casseroles et leurs champs, surtout en cette période de semaille. Une fois passée cette semaine consacrée à la femme, très peu d'entre elles pratiquent des activités sportives. Pourtant, c'est l'un des moyens pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Tenez-vous bien, les femmes sont de plus en plus exposées à ces maladies, bien plus que les hommes. C'est le constat que font des spécialistes de la santé qui ont tenu à donner des conseils aux femmes sur leur hygiène alimentaire, leur mode de vie, mais aussi sur la nécessité de pratiquer du sport afin de réduire les risques de pouvoir contracter ces maladies cardiovasculaires. Reportage Flavien Valondongo. Le cœur de la femme est fragile. Il est davantage exposé aux maladies cardiovasculaires à cause des frustrations et surtout du non-respect des prescriptions médicales. Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité chez la femme aujourd'hui, et en plus chez la femme jeune de moins de 50 ans. Elle le tue beaucoup plus que le cancer, et aujourd'hui les maladies cardiovasculaires tuent plus de 40% de femmes contre le cancer que nous les femmes nous redoutons. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme, la Fondation camerounaise du cœur a décidé d'explorer le cœur de la femme à travers une conférence débat. Cette 33e journée mondiale de la femme, nous voulons l'utiliser pour sensibiliser les femmes, de savoir que leur première cause de mortalité est par une maladie cardiovasculaire qui est à 80% évitable. Oui. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires tuent environ 17 000 personnes chaque année dans le monde, dont 75% dans les pays pauvres. Des chiffres qui sonnent comme une alerte à la prudence et plus encore à la prise de conscience. Et la bonne nouvelle, c'est que la maladie cardiovasculaire à 80% peut être prévenue, et c'est pour ça que nous mobilisons les cardiologues et tous ceux qui travaillent pour la santé pour essayer de diminuer ces taux de mortalité. Les cardiologues de la Fondation camerounaise du cœur, décidés de tordre le cou à ces pathologies, ont égrené un ensemble de précautions à prendre pour éviter le pire. Surtout chez la femme, c'est d'abord de lutter contre le surpoids, de lutter contre l'obésité, parce que l'obésité à elle seule est responsable ou fait le lit de l'hypertension artérielle, du diabète et du mauvais cholestérol. Il est également important pour la femme d'avoir un bon équilibre alimentaire associé à une bonne activité physique régulière et adaptée à sa condition physique. Les comportements à risque
et pire encore, la mauvaise alimentation sont à proscrire dans nos rations alimentaires, prescrivent les médecins. Ce réaménagement du gouvernement survenu le 2 mars 2018 peut-il apporter des solutions aux multiples crises sociales, économiques, politiques et sécuritaires qui secouent le Cameroun depuis quelques années? Quelle évaluation peut-on faire des feuilles de route ministérielles prescrites à ces nouveaux membres du gouvernement à 8 mois de l'élection? 2 mars dernier ont pris fonction. Vont-ils répondre aux sollicitations du peuple camerounais? Non, pense-t-on au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour prolonger l'analyse et le décryptage sur ce réaménagement du gouvernement intervenu le 2 mars 2018, je reçois sur ce plateau l'avocat maître Célestin Kengoum, avocat au barreau du Cameroun, docteur en droit, analyste politique. Il interviendra en deuxième partie de ce journal. Dans l'actualité, vous ne les avez peut-être pas oubliés, ces 2 adolescentes kidnappées à Bafoussam après 3 semaines de captivité. Ornella, 15 ans, Morgane, 13 ans, ont été relâchées saines et sauves. Et c'est un grand ouf de soulagement pour leur famille. Ambiance de retrouvailles avec nos reporters Dalaskana et Jean-Paul Chuniat. Dans les bras du préfet de la MIFI, la petite Yogo Kamden, 13 ans, et son aîné, Gagne Kamden Ornel, 15 ans. Elles respirent un air de liberté, au grand bonheur de leurs parents et des habitants du quartier Tungankat. Quand vous menacez avec les armes, on vous en a joué. Après 24 jours en captivité, elles ont été relâchées dimanche 4 mars 2018 à 19h passées, moyennant une rançon au montant tenu secret. Elles ont été libérées vers 19h30 au niveau de l'entrée de la ville en quittant Banjul pour entrer à Bafoussam. C'est ce qu'elles ont dit, c'est ce qu'elles ont déclaré. Ils ont remarqué la station Total de Djandam étant sur la moto. Ils disent qu'on a bandé leurs yeux quittant du quartier jusqu'au boulon. Arrivé au boulon, on a détaché les yeux, on leur a donné 2000 francs pour prendre le taxi. Sans aucun service corporel apparent, les 2 élèves du lycée bilingue de Bafoussam sont conduites à l'hôpital régional pour des visites médicales en vue d'une prise en charge clinique et psychologique. Les raisons du kidnapping demeurent jusqu'ici non délucidées, tout comme leurs bourreaux non identifiés courent toujours dans la nature. En rappel, les fillettes Kamdem étaient enlevées par des inconnus dans la nuit du 8 février dernier au domicile familial. Ces derniers exigeaient alors une rançon de 4 millions de francs CFA. L'intégration régionale économique et la libre circulation prennent un sérieux coup en Afrique centrale après l'échec de la tentative de coup d'État survenue en Guinée équatoriale. Malabo a fermé ses frontières terrestres depuis près de 2 mois et la situation pèse déjà sur les opérateurs économiques installés à Kiossi, ville frontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Reportage Roger Takala, Gladys Sidje et Innocent Abega. La vie semble avoir suspendu son cours dans la ville de Kiossi, frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Zone à forte activité commerciale, les vendeurs qui s'y trouvent enregistrent d'énormes pertes depuis le coup d'État manqué du mois de décembre en Guinée équatoriale qui a conduit à la fermeture de la frontière. Si je me trouve ici à Kiossi actuellement, c'est pour aller au deuil en Guinée équatoriale, ici à Yébinoui. J'ai perdu mon beau-fils là-bas. Donc je suis allé au village, au centre, nous faire les préparatifs. Donc la levée c'est à Bata. Arrivé à la chaîne, on me demande de ne pas traverser pour que je retourne. Ils ne veulent pas que je traverse. On ne s'en sort pas avec la fermeture de la chaîne. On peut dire tout est bloqué. Même pour manger, on ne s'en sort pas. La majorité de mes clients sortent de la Guinée équatoriale. Et aujourd'hui, quand ils ne sont pas là, il n'y a pas moyen. Tu vas passer une journée, même une semaine, au trop, une tête. Et que la tête qui va venir là même, la personne va seulement venir te supplier seulement
pour que tu l'aides seulement. Donc, pour dire vrai, on ne s'en sort pas avec la fermeture de la chaîne. Les commerçants lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités des deux pays pour un retour à la normale. Les marchandises, pourtant disponibles en grande quantité, se détériorent faute d'acheteurs. Le marché ne passe pas vu la fermeture de la chaîne. Les gens de Yaoundé, ceux qui arrivent ici nous disent que les médias parlent là-bas que la chaîne est ouverte, pourtant la chaîne n'est pas ouverte. Elle est encore fermée. Si jamais on fait cette chaîne pour le suivi, pour que nous autres, comme on essaie de vivre, parce que c'est par rapport à ce marché que nous autres, nous vivons, on paie la location et on mange. Donc on envoie les enfants à l'école. Quand ça ne va pas, on va vendre qui? La marchandise se gâte, ça ne se vend pas, ça pourrit. Ici, les clients se recrutent en grande majorité parmi les ressortissants de Guinée équatoriale. Dans l'impossibilité d'aller et de venir, l'économie dans la zone connaît une baisse drastique. À côté de son éternel problème d'absence de l'énergie électrique qui pousse les habitants à s'alimenter au moyen des groupes électrogènes, avec la fermeture de la frontière, la ville de Kiossi se meurt peu à peu. Un groupe de femmes cultivatrices vient de faire sensation en disputant des finales de handball et football malgré